Madame, messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver après un moment de break, après un moment de pause dans le cadre de votre émission. Dites-nous la vérité. Et cette semaine, on va essayer de donner la voix, on va essayer de parler de la société civile. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est de cette société civile en République démocratique du Congo au regard de l'actualité brûlante ici au pays, marquée par l'annonce de la convocation d'un dialogue, marquée par la situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer sur fond d'Ebola dans la partie est de notre pays. Nous parlons de tout ça. Est-ce que la société civile ici en République démocratique du Congo a encore un rôle à jouer? Si oui, lequel? Merci de nous retrouver donc dans le cadre de votre émission. Dites-nous la vérité qui aujourd'hui a l'immense plaisir de recevoir un immense homme, grand en taille, mais grand en histoire. Il draine derrière lui une histoire assez immense, assez grande. Et moi, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, dans le cadre de cette émission, Christopher Ngoy. Immense, c'est peu dire pour vous. Immense, c'est trop dire. Oui. Immense, c'est trop Pour dire. ceux qui connaissent l'histoire politique de ce pays, je crois que c'est pas exagéré que de dire que vous êtes un immense homme. Merci beaucoup, madame. Je le dis et je l'assume. Ça vient de vous. Je dis grand en taille, mais grand en histoire. Vous drainez derrière vous une histoire. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que vous continuez à écrire cette histoire encore? Je continue à écrire. Tout en étant PCA à la Congolaise de voie maritime? Oui, le PCA a beaucoup de temps. Et je suis habitué à beaucoup travailler. À beaucoup travailler. Oui. Mais justement, est-ce que vous comprenez ceux qui disent qu'on ne sent plus la société civile? Oui, je les comprends. Mais un mandataire, il y a deux types de mandataires. Il y a des mandataires actifs, c'est-à-dire ceux qui gèrent les entreprises. Mais moi, je suis de la catégorie des mandataires non actifs. C'est-à-dire, nous accompagnons, nous conseillons, nous donnons les orientations à l'entreprise pour qu'elle soit bien gérée. Non, est-ce que vous continuez à être de la société civile Bien sûr. tout en étant PCA? Oui. Non. Oui. C'est un paradoxe. Ce n'est pas incompatible. Ouais, mais un mandataire il y a non une actif, signature de quelqu'un à qui vous devez loyauté, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes de la société civile. Non, vous n'êtes plus indépendant. La signature n'impose pas la loyauté ou l'asservissement. Il y a un président de la République qui signe tous les actes de nomination. Ça, c'est la Constitution qui l'a prévu. Et je dois vous dire que lorsque nous avons lutté contre Ebola, il y a une structure qui a été créée, le comité de gestion du fonds Covid, Bon, nous fûmes nommés avec le cardinal Mbongo, le révérend pasteur Bokundua, avec tant d'autres. Ce n'est pas... Ça n'avait ôté en rien le... Non, en rien. Mais là, vous savez, c'était une situation assez particulière, assez spécifique. Mais là, on parle d'une ordonnance présidentielle, vous nommant dans une société dont vous faites, même si c'est de manière assez passive, mais vous faites pratiquement partie de la gestion du pays. Nous gérons l'entreprise. On ne gère même pas, on accompagne l'entreprise. Donc, nous sommes l'autorité de contrôle, de décision aussi. Quand on sent que ça va mal, il faut remettre les choses en place. Et c'est ça notre rôle. Bon, nous n'engageons pas notre signature dans la gestion de l'entreprise au quotidien. Nous n'engageons pas notre signature. Et cela est prévu par la loi. Il y a des mandataires actifs et des mandataires non actifs que nous sommes. Et en tant que mandataire non actif, j'ai la latitude de vaquer à toutes les autres occupations sans problème. Vous pouvez vaquer à toutes les autres occupations. Tout en demeurant société civile. Mais est-ce que vous avez justement, vous aurez toujours cet esprit libre? Moi, je vous connais libre d'esprit, de pensée, on en reparlera. Oui. Mais est-ce que vous l'êtes encore? Certains diront tout de suite non. Madame, non, vous n'êtes plus ce Christopher Ngoy là, d'il y a 8 ans. Je suis né libre, je vivrai libre et je mourrai libre. Il y a cette question, je l'entends souvent, mais je voudrais y donner un éclaircissement. En tant que citoyen, faisant partie de l'ensemble qu'on appelle souverain primaire,
je dois participer et contribuer à l'émergence de la nation. En tant que citoyen, il y a des actes que je pose. Il y a des actes ou des organisations dans lesquelles je suis impliqué et qui ont des assignations. On s'est dit, nous sommes dans un environnement ou bien nous sommes dans un contexte où nous devons faire évoluer les choses d'un point A vers un point B. Et je participe en tant que citoyen à ce travail-là. Une fois que nous atteignons le point B, moi j'estime que on a dépensé de l'énergie et une fois à ce point-là, on doit continuer à dépenser de l'énergie, encore même beaucoup plus, pour prétendre aller du point B vers un point C plus élevé. Le point A, c'était quoi? Pour qu'on soit beaucoup plus explicite. Le point A, c'était un Congo où la dictature régnait pleinement. Et on s'est dit... Le Congo de quelle année à quelle année vous parlez? De quelle année? De quel Congo? Je peux parler de régime. Hein? Le régime Mobutu, par exemple. Et là, c'était... tout le monde le sait, je n'ai rien à vous apprendre aujourd'hui. Le régime Mobutu était ce qu'il était. C'était une dictature violente. Et nous l'avons combattu. On n'a pas combattu l'individu. On a combattu un système. Et ce système est parti, malheureusement. Il y a un autre système qui s'est installé. Mi-figue, mi-raisin. À un certain moment, il avait suscité l'espoir. Le système Kabila est arrivé avec Mouzé, mais qu'on a exécuté vite fait. Et puis, un autre système s'est installé, très avilissant. De Kabila fils. Kabila fils, entre guillemets. Nous avons connu... Pourquoi entre guillemets? Oui. Kabila fils, écoutez, quand même. Moi, je n'ai jamais vu son acte de naissance. Et puis, le corps de Mouzé est à côté ici. Nous avions toujours demandé un examen ou de l'ADN pour voir la conformité, parce qu'il a occupé quand même des très hautes fonctions. Et puis, il y a beaucoup de langues qui disent qu'il ne serait pas congolais. Alors, vous en faites partie de ces langues-là? C'est juste une parenthèse qu'on va fermer. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il n'est pas congolais, mais j'écoute ça partout. Il y a même qui apportent des preuves. Et je suis de ceux qui pensent que ça valait quand même qu'on puisse savoir un test ADN. Avoir un test ADN. Pour avoir le cœur net. Voilà. Et ce système est arrivé et nous l'avons combattu. Ça nous a valu ce que ça nous a valu. Et il y a eu l'avènement de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix, c'est qui? C'est le point B. C'est le point B. C'est un combattant avec qui nous étions ensemble, avec les Fayoulou, les Katumbi et tout ça. On a milité ensemble pour arriver à conquérir ce pouvoir-là et faire en sorte que le Congo devienne quand même un pays fréquentable, que le Congo récupère sa place sur l'échiquier international, qu'on mette fin à cette guerre qui ne finissait pas, qui a englouti des milliers d'âmes. Alors, nous avons atteint ce point B, mais il y a des amis qui me disent, écoutez, parce que vous êtes société civile, vous devez tirer à boulet rouge sur ça. Ben ouais, parce que peut-être que, est-ce que le point B a changé le système? Pour certains, on est toujours dans le même système de pauperisation, de prédation, où le respect des droits humains ne sont pas respectés, où l'état de droit cher à Tshisekedi père n'est pas au rendez-vous. Est-ce que la finalité de ce point B, c'était d'avoir un Tshisekedi ou c'était de changer le système? C'est un combat qu'il faut mener. Les choses ne changent pas du tic au tac. Ça dit du jour au lendemain, pap, ça change. Non. Il y a un exercice que M. Tshisekedi est en train d'entreprendre et qui produit ses fruits. Aujourd'hui, il serait méchant de considérer que rien n'a changé. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Comme quoi? Aujourd'hui, lorsque je vous parle ici, on ne vient pas m'arrêter. Parce qu'avant, quand nous faisions nos émissions, avec vous, au sortir, on devait chercher à regarder d'abord de gauche à droite
et se demander ce qu'il faudrait-il rentrer directement à la maison ou aller d'abord se mettre dans un coin en train d'observer, est-ce qu'on ne viendra pas me chercher? Bon. Et aujourd'hui, on ne exécute plus des gens, sauf à l'Est, bien sûr, On j'ai risque, vu. on risque de On me dire. n'exécute plus des gens tels qu'on le faisait parce que Tchébé a été invité par l'inspecteur général de la police et il n'est jamais rentré chez lui. Minaku est où? Shadari est où? Oui, Nathanaël Onokomba Sensei, c'est quoi? il On y nous a, avait dit que les cachots de l'année oui, n'existeront plus. oui. Ça continue d'exister. Maintenant, il y a Mina Sensei, il y a Kouéou, CSS, il y a C. Mina Donc, Kouéou et tous ses amis sont où? Vous savez très bien non, on n'en sait que rien. nous sommes, notre situation sécuritaire était minée par des acteurs politiques et des accointances avec certaines mouvances qui avaient pour mission de s'aimer la désolation dans la population et même de prendre le pouvoir par un coup d'État. Et ces genres de dossiers, on ne peut pas. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'officiers qui sont devant la cour d'ordre militaire, qui sont en train d'être jugés. Et il y a beaucoup de révélations. Prenez le temps d'aller assister à ces audiences, Mais vous est-ce qu'on comprendrez le que fait en dehors de la tout loi? cela, Je prends juste les cas de ces civils. Minaku, ça fait 6 mois, plus de 6 mois, je sais pas, plusieurs mois. Minaku, Shadari. Est-ce que c'est les vraiment ça enquêtes, l'état de droit les enquêtes du prôné que vous domaine défendiez à sécuritaire, l'époque? même aux États-Unis, les enquêtes du domaine sécuritaire ont leur procédure. Parce qu'il faut fouiller. Et des fois, on peut même penser que la personne est mise à l'écart par torture. Alors peut-être que c'est pour sa propre sécurité, parce qu'il aurait dévoilé certaines choses. Et les gens qui sont impliqués, d'habitude, chercheraient à l'étouffer, donc à l'éteindre, pour se protéger. Donc disent-ils qu'il faut couper le fusible. Alors, il faut protéger ces gens-là. Lorsqu'ils ont donné certaines informations qui ont permis à ceux qui vont mettre la main sur certains grands officiers. Et si vous les laissez en divagation, lui, ce n'est pas... vous risquez de ne plus les retrouver en vie. Alors, il y a des réalités. Il y a des réalités. Aujourd'hui, on doit considérer que chaque jour qui passe ici, on découvre toujours des tentatives de coup d'État. Et les gens ne le cachent même pas, ils le disent tout haut. Aujourd'hui, nous avons une rébellion à l'Est là-bas. Chaque fois que Nanga ouvre la bouche, il dit non, nous avons des gens à Kinshasa d'ailleurs, on va arriver à Kinshasa dans peu de temps, et tout ça. Et à un certain moment, compte tenu de toute cette information, nous étions inquiets. Et on s'est contenté, on s'est mis à prier Dieu. À demander aussi que les services ouvrent l'œil. Et nous en sommes là. Il n'y a pas eu un coup d'État réussi jusque-là. Je peux penser que il y a un travail quand même qui a été fait. Mais du point de vue des droits humains, moi je peux vous dire que toutes les grandes organisations qui nous soutenaient, qui étaient ici au pays, ne sont plus. Et j'ai voulu savoir pourquoi vous fermez et tout ça. Non, pas fermé Human Rights Watch, vous avez refusé, hein. Je crois qu'on a interdit écoutez, j'ai oublié la personne d'ouvrir la personne de venir, on donne plus de visa, on serre un peu la vis. Non, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je sais que la plupart ne sont plus actifs ici parce qu'il n'y a plus de la matière. Non. Il n'y a plus de la matière. Ça se voit que vous vivez dans un autre monde. Je vis dans ce monde ici, madame. Vous n'êtes plus. Je suis tout le temps. Vous n'êtes plus aux côtés de ce peuple-là, hein, Christophe. Je suis avec le peuple. Je suis avec le peuple. Sinon, vous verrez que chaque jour, et je dénonce des choses, mais au moins, la dialectique a changé. Avant, on dénonçait, on se faisait brimer. Mais ici, lorsqu'on approche un responsable, on lui dit, voilà ce que nous avons constaté. Il vous ouvre sa porte, il vous écoute, et puis, ensemble, vous discutez. Et vous établissez un modus pour régler ce problème-là. Non, mais il y a la propagation mais dès que cela est fait, on nous a dit que c'était la propagation de faux bruits. Donc, on est dans ça aussi. Comment? Il y a ça encore. Résurgence de cette infraction, propagation de faux bruits pour essayer de museler de manière Il y a des gens qui propagent des faux bruits. Ça, c'est vrai, vous le savez.
À Moi, l'époque de Kabila, vous seriez arrêté plusieurs fois avec cette infraction. J'étais à Makala. OK? Pas parce que j'avais insulté quelqu'un, pas parce que j'avais propagé des faux bruits, c'est parce que j'avais mené des actions en informant l'autorité. L'autorité de la ville. Voilà, à telle date, nous voulons faire ça. Et à telle date, nous voulons faire ça. Et pourquoi? J'étais quand même surpris d'être enlevé. Et je me retrouve devant les préposés de l'État, hein, qui me disent, vous avez exagéré, cette fois-ci, nous allons vous tuer. Ah bon? Carrément. Carrément. On dirait que j'ai croisé des Koulouna sur la route qui me disent, cette fois-ci, nous allons vous tuer. Et ces gens sont vivants. Ces gens m'écoutent. Mais je dois quand même vous dire que partout où j'ai été, toujours dans ce corps-là, à l'intérieur de ce corps-là, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, qui m'ont protégé. Il y a des gens qui m'ont passé des messages pour me dire, écoutez, le pays va mal. Nous, là, nous sommes des condamnés et nous ne pouvons rien faire. Alors, assumez ce que vous faites là. Mais sachez quand même que votre exécution ne peut pas passer par nous. Nous refuserons de le faire. Mais ayez le courage, allez de l'avant. Même si on vous torture, comprenez que c'est une mission que vous avez, vous devez sauver le pays. Et ces gens, je les ai trouvés dans la police, je les ai trouvés à la NER, je les ai trouvés à plusieurs endroits. Donc, c'est pas le tous pourri que certains... Ce n'est pas le tous pourri. Et je rends vraiment hommage à ces gens qui me suivent pendant que je parle ici. On revient sur... On revient. Aujourd'hui, il y a des routes qui se construisent. Il y a des routes qui se construisent. Il y a des universités. Et il y a même l'image du Congo à l'extérieur. Aujourd'hui, moi, je reçois beaucoup d'appels, beaucoup de vidéos et tout ça. Les Congolais n'ont plus honte, ils ne se cachent plus pour s'avouer, s'affirmer Congolais. C'est devenu même une fierté, même des étrangers nous emboîtent le pas. Hein? Vous avez vu la prestation de notre équipe dans la campagne, la dernière campagne ici, africaine, et puis la Coupe du Monde. C'était édifiant. Et on a vu que le Congo s'impose maintenant. Alors que pendant une longue période, près de 20 ans, le Congo était effacé. C'était des petits pays comme le Rwanda, là, qu'on a vu émerger dans le football, organiser même des grandes rencontres, alors qu'ils n'ont pas une culture sportive, une culture footballistique. Christopher Ngoyon, on va continuer à analyser ça parce que c'est bientôt 2 ans, la fin de mandat de deuxième et pour certains, dernier mandat du président Tshisekedi. On va essayer d'évaluer. Mais on n'a pas fini sur la société civile. Non, je continue toujours sur la société civile. Certains risquent de vous dire, en vous écoutant, risquent de dire, mais ils voient le verre à moitié plein. Alors que le verre n'est même pas à moitié vide. Le verre, il est vide. Non. Le Christopher d'hier aurait vu un verre pratiquement vide. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ayez cette Je ne veux pas jouer ces rôles-là. J'ai assisté une fois à une réunion, c'était l'Union Sacrée, à l'époque de la conférence nationale souveraine, qui était présidée par M. Kibasa. Nous parlions d'un sujet là très important. Et c'est là où j'ai découvert, parce que nous étions des alliés, hein, qu'il y avait dans la classe politique des gens habitués à dire non à tout. Pendant qu'on discutait, il y a un monsieur, un ami, hein, monsieur Ouichi, père son âme, il est déjà mort. Pendant que nous discutions, lui était dehors. Il est sorti, c'est pas pour un besoin ou quoi. Et il revient, il entend dans la salle quelques personnes dire non. Et lui, depuis la porte là, non, 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 monsieur le président, non, non, non. Et le président se retourne et dit, monsieur Ouichi, je vous donne la parole. Vous dites non, pourquoi? Et il regarde autour de lui, et puis il continue à crier, non, monsieur le président, il ne peut rien dire. Il continue à crier, non, monsieur le président. Et on dit, mais on vous donne la parole, dites-nous pourquoi vous dites non. Et il tourne, il sort en criant, non, monsieur le président, non. Et tout le monde s'est mis à rigoler. Alors, moi, j'observais, hein, j'étais encore en train d'étudier le comportement des politiciens. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la profondeur des choses et qui
n'ont pour rôle, qui se disent faire la politique, c'est dire non lorsqu'on est de l'opposition. Quelqu'un nous l'a appris, hein. Et, Félix Tshisekedi, ou le père, oui, c'était le non, non, le non, père non, disait non, 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 et non. il y avait du contenu dedans. On a été bercé que de non, hein, avec les Tshisekedi. Et voilà, il fallait savoir pourquoi il disait non, et quand il lui disait, in fine, il avait toujours raison. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était introspectif, et quand il disait non, c'est-à-dire, il a fait la prospective, il a analysé la situation, il a tiré des conclusions. Et c'est pas Alors, le cas actuellement. aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Lorsque je vois la manière dont beaucoup de politiciens, hein, surtout de l'opposition, s'activent, mais dans le fond, c'est vide. Non, moi, quand Aujourd'hui, il devait y avoir une marche. Mhm. Bon. Et hier soir, j'apprends que non, la marche a été annulée. Ah bon? Annulée, pourquoi? Et j'entends même certains me dire, mais on a annulé quelque chose qui n'existait même pas parce que il n'y avait aucune mobilisation, rien ne présageait que devait y avoir une marche, mais on nous dit qu'on a annulé. On a donner la annulé le vide. chance aux consultations, donner la chance pour parler en cours pour vous, c'est quelque chose d'inacceptable. Il fallait qu'il y ait cette marche. Non, je ne dis pas qu'il fallait qu'il y ait cette marche. Mais il faut pas nous mettre dans une distraction. Il faut pas nous mettre dans une distraction. J'ai entendu, dès que le président a ouvert l'opportunité d'organiser un dialogue, dans les conditions qui seront très bien définies, j'ai vu des gens dire, non, on maintient la marche. On maintient la marche. Je me suis dit, ok, on va voir la marche, c'est pas un problème. Mais l'année, on nous dit, non, on a annulé une marche. Mais alors qu'il y a des gens qui avaient dit qu'ils maintiennent la marche, et puis, on va parler quand même. Et puis, il n'y avait aucune préparation. On va parler quand même de cette opposition-là. Oui. On parlera, on revient d'abord sur la société civile. Parce que, comme vous venez de le dire. Alors, laissez-moi terminer le champ de la société civile. Oui. La société civile, vous disais-je, son champ va de la conception de la vie. Son rôle, c'est d'accompagner la vie, qu'elle soit de meilleure qualité, et qu'in fine, l'être humain puisse avoir l'espérance de vie de bonne qualité, la plus longue possible. C'est ainsi que il est encadré par la famille, qui lui apprend à parler, qui lui apprend à courir et à marcher, et qui lui apprend qui lui donne des aptitudes élémentaires. Et puis, il va dans les institutions où il est formé, de manière à pouvoir jouer, assumer une responsabilité au sein de la société. Et une fois qu'il a fini la formation, il joue ce rôle-là. C'est quoi la différence avec les politiques ou un politicien? Suivez-moi d'abord. Je vous en prie. Je vous ai dit que la politique, c'est la gestion de la cité. Et lorsque je parle des institutions, ça c'est l'État qui organise les écoles, qui paye les enseignants et tout ça. Et le politique joue là-dedans. Alors maintenant, lorsque la personne atteint l'âge de la retraite, les dispositions étaient prises pendant qu'il était actif, physiquement actif, pour que, au moment où il ne serait plus actif, qu'il soit toujours pris en charge, qu'il ne se retrouve pas une charge pour la famille, qu'il ne meure pas des dénuements, mais qu'il vive encore le plus longtemps possible dans des bonnes conditions et qu'il se rende dans l'au-delà dans les meilleures conditions et qu'il escompte même une vie éternelle. C'est pendant qu'il vit là que tout cela est préparé. La vie éternelle, nous la préparons avec les églises et c'est ça le rôle essentiel des églises, qui nous préparent à avoir une vie meilleure là où nous irons après celle que nous connaissons ici sur terre. Alors, mais il faudrait pas que les églises confondent ces rôles-là avec autre chose. Alors, là, nous sommes sur le plan horizontal. Mais verticalement, la société civile, c'est cette volonté-là que nous, en tant que souverains primaires, reconnus par la Constitution, son article 5, cette volonté-là de vivre ensemble, sur un même territoire, de partager les mêmes législatures, d'avoir les mêmes lois, une même constitution. Et
cette volonté-là qui crée l'État. L'État, c'est moi, c'est vous. Et l'État, c'est une émanation de la société civile. Et l'État se matérialise à travers des institutions. Et qui anime ces institutions? C'est nous qui animons ces institutions à travers les gens que nous mandatons, à qui nous donnons le mandat pour aller animer les institutions de l'État. Mieux, nous envoyons des gens bien outillés et l'État serait performant. Est-ce qu'on a aujourd'hui... Je veux vous laisser, en fait, j'essaie juste de... Et le carburant qui anime tout ça, c'est la politique. Au regard de la classe politique actuelle, oui. Est-ce que c'est le fait que la société civile ait échoué à mieux former les gens? Parce que selon beaucoup, on a une classe politique... Oui. J'allais dire pourri. Bon, une classe politique qui laisse à désirer, c'est pour ça. Bien sûr, la société civile a échoué à mieux éduquer les gens. Moi, je dois vous dire, parce qu'il y a des gens qui avaient pour mission d'éduquer, à un certain moment dans notre pays, l'État a failli, mais la société civile n'a pas pris ses responsabilités. Parce qu'à une certaine période, on a commencé à imposer aux parents, qui eux-mêmes aussi étaient paupérisés, de prendre en charge la formation des enfants. Ceux ou des parents nantis ont pu le faire, mais c'est une minorité. Et la grande majorité n'a pas pu le faire, c'est ainsi que beaucoup d'enfants n'ont pas pu étudier. Ils n'ont pas étudié, et la plupart sont parmi ceux que nous décrions aujourd'hui le Kuluna. Mais nous, société civile, nous en sommes responsables. Et lorsque nous militons, parce que nous avons marché pour demander la gratuité de l'enseignement, c'est pour cette raison-là que nous demandions. Parce que la société est en train de se perdre. Mais malheureusement, nous avons heurté beaucoup d'intérêts. Et ces intérêts-là... Vous faites allusion aux intérêts des catholiques, des églises? Bon, j'évite de citer. Mais ces intérêts-là viennent des gens qui ne sont pas mis à la dimension de la société civile et du rôle de la société civile. Qui, eux, voient que, voilà, il faut que les parents, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient nantis, mais qu'ils payent. S'ils ne payent pas, allez, l'enfant est dehors. Mais il faut voir. Nous avons des enfants qui ont été dans ces écoles-là. Mais quelle désolation. Même lorsque vous demandez une dérogation, on vous dit niet. Et celui qui vous dit niet, c'est celui qui a célébré la messe à laquelle vous avez assisté, qui a prêché l'amour du prochain. Donc une responsabilité un peu... Et lorsque on travaille pour la gratuité de l'enseignement, c'est ces frères-là qui n'est pas d'accord. Pour lui, même si les enfants n'étudient pas, c'est pas un problème. Mais c'est une lourde responsabilité parce que ça nous rattrape, ça retombe sur la société. Et ça crée des mots. À défaut de donner aux enfants des mots M-O-T-S, oui. les enfants deviennent des mots avec M-A-U-X. Oui. C'est ça le drame de notre société. Et maintenant, l'État fonctionne avec des institutions. Qui animent ces institutions, qui sont appelés à animer ces institutions? Ils viennent de nous, souverains primaires, qui avons la latitude de désigner ceux que nous pensons être en mesure d'aller animer ces institutions. C'est ainsi qu'il y a des législatures chaque fois. Article 5 de la Constitution. On va revenir sur ça. D'accord. On revient sur ça. Et ça, l'État, je suis en train de démontrer l'imbrication de l'État dans la société civile. Dans la société civile. Et c'est ce que beaucoup de politiciens ne comprennent pas. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et dans tout ça, l'ensemble de tout ça crée la culture. Et lorsque le commun des Congolais parle de la culture, il ne voit que la musique. La musique. Et ce qui est une grande aberration, parce que il y a je ne veux pas ce terme, des analphabètes, mais intellectuels. Ouais, c'est un peu ça résume quand même le paradoxe congolais. Quoi. Est-ce qu'aujourd'hui la société, il y a une société civile? Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes une société civile proche du pouvoir? Moi, je ne suis pas une société civile. Et je n'ai pas la prétention de l'être. Ou vous incarnez une société civile proche du pouvoir? Non. Pouvoir-opposition, ça, c'est pas mon problème. OK? Ça ne l'est plus depuis quand? Parce qu'à l'époque, on sait que vous étiez proche de l'opposition. Je dis ceci. Et actuellement, on peut dire que Christopher Ngoyi
est dans la société civile, mais proche du régime actuel. Je voudrais dire ceci. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Ouais. OK? Et la société civile travaille sur ce principe-là. Ne me ramenez pas au clivage pouvoir-opposition. Pour moi, si l'opposition aujourd'hui propose mieux, je la soutiendrai. Quand vous entendez... Si elle ne propose pas mieux, si elle ne propose que des vociférations. Vous avez l'impression qu'elle ne propose pas encore quelque chose de mieux? Non. Quand il demande le respect de 2 mandats, le respect de la Constitution, c'est pas quelque chose de bon? Écoutez, je vous dis bien le salut du peuple. Pas... Aujourd'hui, il ne demande même pas le respect de cela. Et il s'attaque à un individu. Non, il respecte les 2 mandats. Ils disent 2 mandats, ils peuvent et pour eux, parce que si c'était le cas, ou si ce n'était pas le cas, vous laissez dire, on ne pouvait pas, lorsqu'on parle de la Constitution ici, au Congo, mais c'est le Rwanda qui réagit. Ne touchez pas cette Constitution. Lorsqu'on parle du M23, c'est le Rwanda qui réagit, qui vous dit l'éviction de M23 aura un impact sur l'existence du Rwanda. Est-ce que vous saisissez le contexte dans lequel nous sommes? Est-ce que ça dénie aux opposants en interne ici de dire qu'il faut respecter la Constitution? Le seul qui a pu regarder Kagame Paul en face et lui dire arrêtez de tuer les Congolais et lui dire que vous êtes responsable de tout ce que le Congolais connaît aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Et qui l'a fait avant lui? Ben, peut-être d'autres le feront après lui. Qui est susceptible, citez-moi, qui est susceptible de le faire après lui? Ça, ce sont les élections. Allons non, aux élections. Mais allons aux élections. Moi, je ne veux pas. Moi, j'écoute, la Constitution je vois ceux qui... Allons aux élections et on en saura un peu plus. Oui, élection, il y aura élection. Je vois ceux qui se bousculent au portillon, hein, de candidature à la présidence, hein. Quand je les prends un à un, je les soumets à l'acte d'analyse qui est multidimensionnel. Mais ce que je vois, c'est malheureux pour nous. Et même d'autres, Martin, c'est mon ami, cette phrase ne m'a jamais quitté parce qu'elle m'avait choqué. Je suis allé directement dormir. On lui a demandé, pendant qu'il était candidat, mais monsieur Martin... Martin Fayulu. Oui, c'est mon ami. Et je lui avais dit, si on vous là, quand vous serez président, lorsque vous vous retrouverez devant monsieur Kagame, qu'allez-vous lui dire? Il a dit, mais écoutez, je lui dirai de s'occuper de ses oignons. Qu'il s'occupe de ses oignons. C'était ça la réponse. Moi, ça m'avait choqué. Pourquoi Qu'est-ce que ça avait de mal? Quelqu'un qui porte la responsabilité de près de 20 millions de morts. Vous dites, vous allez occuper-vous de vos oignons. Cette réponse m'avait choqué. Et quand je vois mon frère Moïse Katumbi, les courbettes qu'il fait devant Kagame. Ah non, on n'a pas encore vu ça. Hein. Ah, maman. Reparlez-nous. Je vous dis des courbettes, et puis il va là jusqu'à signer. Tout le monde sait que oui, dans le livre d'or, le mémorial là que Kagame utilise comme fonds de commerce. Ouais, il a des crânes exposés. On n'est pas de négationnistes. Il y a eu génocide au Rwanda. Nous avons notre génocide. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de Kagame. Hein. On ne remet pas en cause le génocide. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes à 20 millions de Congolais. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'ai vu tirer à bout portant un citoyen. Et devant témoin, à Bukavu. Et personne n'a bronché. De cette opposition-là, personne n'a dit un mot. Et lorsqu'on nous dit que ces gens ont pris les armes, il y a même dans l'opposition des acteurs qui nous ont dit que l'action de la rébellion se justifie. Je peux enlever mes habits. L'action de la rébellion se justifie. Ça se justifie.
Non, ça dépasse tout entendement. Et je me demande, mais il s'agit de quelle opposition? Il n'y a pas eu... Moi, quand Kabila était au pouvoir, pour votre histoire, pour la petite histoire, disais-je, j'ai passé très souvent dans une émission animée par Noël Kalonda, qui s'appelait Forum des médias sur la deuxième chaîne, la RTNC. 2. Oui. Je n'ai jamais rencontré M. Kabila. Je ne lui ai jamais serré ma main. Mais il était le président de la République. Le pays était agressé. C'est aujourd'hui qu'on comprend que ce n'était même pas une agression. Le pays était agressé, divisé en 4 parties. Et lui, en tant que président, il avait la responsabilité régalienne de ramener la paix. Et aucune fois j'ai tiré sur lui. Et il y a même un moment, il a demandé au pasteur Théodore Ngoï, qui me suit. Je lui ai demandé si vous pouvez m'amener le monsieur. Théodore Ngoï m'en a parlé. J'ai dit non, je n'ai rien à voir avec lui. Ici, je défends le pays. Je défends l'État. Je n'ai rien à voir avec lui. Il n'a qu'à jouer son rôle en tant que chef de l'État. Parce qu'il lui incombe de terminer cette guerre. Point, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'entrer dans son parti. Je n'ai pas besoin de le côtoyer pour recevoir quoi que ce soit. J'ai fait mon travail en tant que citoyen. Mais quand je vois aujourd'hui, le pays agressé, une agression barbare, mais entre-temps, à Kinshasa, les gens sont en phase avec cette agression, la justifient, et ils s'appliquent à créer le désordre ici, dans la capitale. Ça dépasse tout entendement. Est-ce que vous n'êtes pas de ceux-là, puisque vous parlez de cette opposition dit, Tshisekedi n'arrive pas à mettre fin à la guerre. Ah bon? Bon, nous, en stratégie, on nous dit le besoin est fonction du facteur qui le crée. Parce que c'est ce même facteur-là qui, lorsqu'il le satisfait, de l'autre côté, on dit, ah, il a résolu le problème et on est redevable. N'est-ce pas ça? Et c'est ce que Kabila a fait pendant très longtemps. Lui-même était derrière tout ce qu'il y avait comme guerre-là. Et selon ses humeurs, il dit aujourd'hui j'arrête. Et il dit voilà, il a vaincu la M23. Et Kagame se frotte les mains. Et la situation devient normale. Et il tire, il a toutes les fleurs. Mais aujourd'hui, les masques sont tombés. Lorsque Kagame lui-même avoue que l'éviction du M23 serait aurait un impact sur l'existence du Rwanda. Donc, c'est grave. Bon, et lorsque les gens parlent du dialogue, et ils sont là en train de dire non, inclusif, c'est-à-dire avec ceux qui tuent. Non, on va y arriver. Et on va parler de ce dialogue-là. Il martèle sur ça. On va très rapidement parler de ce dialogue, mais je voulais revenir à cet aspect. Moi, ça me fait mal parce que j'ai travaillé, madame, dès l'avènement de M. Félix au pouvoir. Nous étions au mois de février, quelques mois après, au mois de février 2019, nous avions organisé un atelier au Centre Carter. Les archives sont là. Et nous avions déjà projeté comment arriver à mettre fin à la guerre. Et nous avions ciblé les Wazalendo. À l'époque, on les appelait Maï Maï. Qu'on appelait force négative. Et nous avions choisi sciemment ce cadre-là. C'est parce que c'est là où le concept était que tous ces gens-là sont des forces négatives. Alors que nous savions bien comment ils sont devenus ce qu'ils étaient là et quel rôle devraient-ils jouer. Moi, je vous dis, madame, s'il n'y avait pas ces Wazalendo-là, avec le niveau d'infiltration de notre armée, nous serions revenus à la case. On espère qu'à la longue, ils ne deviendront pas une sorte d'épine sous les pieds de l'institution ou des FRDC, parce que il faudra aussi penser. Kabila les a massacrés, elle disait que c'était des forces négatives.
Mais on espère qu'ils ne seront pas une épine. Ils ont tellement de pouvoir Ils ne seront actuellement. pas une épine parce que c'est des espère. gens qui pensent Congo et qui vivent Congo. En reparlant de Tshisekedi, vous disiez tout à l'heure que c'est lui qui a réussi à démasquer. Et vous avez l'impression comme si avant lui, il n'y avait pas mieux. Et après lui, il n'y en aura pas. Ça, c'est indéniable, madame. Après lui, il n'y en aura pas. Écoutez. Avant lui, oui, peut-être qu'il n'y avait pas mieux. Mais est-ce qu'après lui? Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Mais pas dans l'aéropage que moi je vois là. L'aéropage, là, vous vous faites allusion à qui? Moi, je veux bien qu'on soit beaucoup plus explicite. Non, madame, j'ai le droit quand même dans mes réserves. D'accord. Oui. Mais donc on peut dire les auditeurs, les téléspectateurs qui me suivent savent que je ne tape pas souvent à côté. Je ne tape pas souvent à côté. Il faut dire que vous les connaissez, vous les avez côtoyés. Bien sûr. Vous savez qui est qui. Bien sûr. J'ai travaillé avec eux. Et aujourd'hui, s'ils reviennent sur Sauvons la RDC, qui était quelque chose, une initiative de Coutinho Fernando, que nous avions amélioré, et qui a fait des émules, non seulement au Congo-Brazzaville ici, il y a eu une propagation en Afrique. On nous invitait partout. Il y avait souvent le Congo-Brazzaville ici, souvent le Togo, souvent le Niger, et ainsi de suite. Ça s'est propagé. Et c'est tous ces présidents-là. Bon, je ne vais pas entrer en profondeur. Je voudrais seulement dire que, voilà que les gens sont si tarés mentalement qu'ils se disent, souvent le Congo là, compte tenu de ce que nous leur avons infligé, constitue un fétiche. Il suffit seulement d'aller prendre ça, de se dire, on s'appelle maintenant souvent le Congo, et on devient alors ce que les autres là ont été, et une fois qu'on le devient, on peut aussi soumettre tous les autres. On peut aussi soumettre le pouvoir qui est en place. C'est la répétition mais de le l'histoire. contexte, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. L'histoire politique, lorsque nous interrogeons l'historicité, n'est pas cyclique. On avait l'union Elle sacrée. est évolutive. Non, vous avez parlé de l'union sacrée à l'époque de la conférence nationale, et on retrouve l'union sacrée actuellement. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous, souvent la RDC. C'est ça au niveau de la classe politique. Mais justement, quand vous avez vu, par exemple, aujourd'hui, souvent la RDC être incarnée par un... Mais le souvent la RDC, l'union sacrée de l'époque, oui, ça c'est un principe. L'union sacrée a une connotation de principe. Pour se dire l'union fait la force. Unissons-nous pour constituer une force. C'est différent de souvent la RDC. Différent. Quand vous voyez que c'est aujourd'hui Kabila qui incarne, par exemple, souvent la RDC, il n'incarne pas. Kabila n'incarne rien. Il n'incarne rien. Quel est le contenu de ce souvent la RDC? Quel est le contenu? Libérer la RDC de la tyrannie qu'aujourd'hui est représentée, selon eux, par lui-même l'agresseur, lui-même qui s'identifie à Kagame, au M23, il va sauver quel Congo? Il aurait pu prendre le courage et dire sauvons Kagame ou bien sauvons le Rwanda. Là, on l'aurait compris. Mais nous, Congolais d'aujourd'hui, nous ne sommes plus dupes. Il peut parler de sauvons le Congo, bon, à des malades mentaux ou quoi là. Mais nous, Congolais, sereins, nous ne sommes plus dupes. Est-ce que le dialogue annoncé, c'est énième annonce du président de la République, il ne fait qu'annoncer, est-ce que c'est une stratégie du président? Parce que ça fait longtemps qu'il annonce le dialogue, mais qu'il ne convoque pas. Est-ce qu'il joue la montre, Félix Tshisekedi? Écoutez, il évolue dans un environnement où, vous voyez de voir même ce qui se passe maintenant là. Le président va annoncer le dialogue, et tout le monde s'est dit, voilà, nous serons invités à ce dialogue-là, même des crapauds. Même des crapauds, nous allons assister à ce dialogue-là. Même des charognards, nous allons assister à ce dialogue. Ils vont apporter quoi? Le dialogue doit être une dynamique portée vers un objectif noble. Et il n'y a que des personnes aptes à apporter de la matière, à apporter de l'essence, afin d'atteindre cet objectif, qui doivent y participer. Mais pourquoi il prend beaucoup de temps pour essayer de convoquer? Mais pourquoi il prend du temps pour convoquer? Il prend beaucoup de temps. Il prend beaucoup de temps. L'annonce aussi qu'il n'a jamais été contre le dialogue, mais pourquoi? Parce que il joue la montre, quoi. Lorsqu'il a parlé du dialogue, je vous dis, les gens se sont agités.
Et on a voulu lui amener maintenant même des croque-morts pour dire qu'on continue le dialogue et tout ça, faites le dialogue avec tous ces gens ici. Il a dit non. Moi, ce n'est pas mon entendement. Peut-être que son erreur, c'est de ne pas avoir, mais il l'avait défini, je crois. Il l'avait défini. Et nous, société civile, nous l'avions dit d'entrée des jeux. On ne fera pas le dialogue avec tous ces gens ici. Par ces gens-là, est-ce qu'un dialogue vaut son pesant d'or sans un Kabila? Par exemple. Ah bon? On se pose la question, à C'est quoi Kabila, le servira un créateur dialogue du Congo, sans un Kabila, sans un Nanga? Que vaut un tel dialogue? Mon Les Dieu. gens se posent la question. Mon Dieu. Mais ces gens ne représentent rien pour le Congo. Ils représentent des tueries. Ils représentent le pillage. Ils représentent la tentative d'extinction du Congo. C'est la ligne rouge à ne pas dépasser. C'est Pas de comme Kabila, vous voulez, pas de Nanga dans le dialogue. C'est ce que vous nous dites, vous, aujourd'hui. Vous voulez allumer un feu, un grand feu. Mais au lieu de prendre la paille, mettre le pétrole et une étincelle, vous allez prendre la paille, vous mettez là, l'eau d'un côté, ou bien vous prenez le pétrole, vous mélangez avec l'eau, et vous mettez sur la paille avec votre allumette, vous allez faire autant de jours, ce feu ne prendra pas. Pas de Kabila, pas de Nanga Oui. dans le dialogue. Ça, c'est des gens, c'est des repris de la justice. Ils ont affaire avec la justice, ils ont tué, ils ont le sang sur leurs mains. Et ils continuent à tuer. Ils ne sont pas éligibles à un dialogue où les Congolais viendront de un faire le deuil. Ils ne feront jamais le deuil des Congolais qui sont morts. Ils ne l'ont jamais fait. Ce dialogue-là, nous allons nous regarder en face pour dire on nous a massacrés. Oui, c'est de notre responsabilité. Parce que tous ces morts-là, c'est des gens qui ont cru en la nation. La plupart, c'est des gens qui ont refusé de se laisser avilir. Qui ont dit non, c'est pourquoi on les tuait. On les a autant tués. Parce que le Congolais, partout où il est, même en exil, il reste Congolais. Mm-hmm. Et cela fait que c'est un homme à abattre. Pourquoi? Et Nanga l'a dit. Faudrait-il qu'on en tue combien pour qu'ils acceptent de convoquer le dialogue? Vous comprenez? Donc, pas de Kabila, pas de... Moi, je vous avais dit, j'avais dit à vos confrères ou consoeurs, que Nanga fera la prison. Il sera condamné. Il sera jugé. Et petit à petit, nous sommes en train d'évoluer. Il y a des sanctions contre lui qui sont tombées. Et ici, il y a une demande adressée au Sénat américain pour l'enlever du secret sur l'activité de Kagame depuis son histoire. C'est alors que les gens vont se rendre compte de une sorte de déclassification. Déclassification. Ça le terme. Merci. Et on va se rendre compte de ce qu'est Kagame. Même ceux qui le fréquentent là. Même ceux qui considèrent qu'il est fréquentable. Ils vont se rendre compte qu'ils ont fréquenté le diable en personne. Est-ce qu'on doit parler de la Constitution dans ce dialogue? Ah bien oui. Cette Constitution, il faut la changer. Nous la violons déjà tous les jours. Christopher Ngoy. Madame. Nous la violons déjà tous les jours. Et puis, je ne vais pas entrer dans l'histoire de cette Constitution. Parce qu'elle a une histoire. On sait comment elle est articulée et quelles sont les influences qui ont prévalu pour qu'elle soit là et qu'elle soit ce qu'elle est. Et qui en tire les ficelles. Non, mais la même Constitution bénéficie aujourd'hui à Félix Tshisekedi. Oui, parce que c'est notre... Même à moi, elle me bénéficie parce que c'est notre Constitution. Mais nous la violons tous les jours, madame. Nous la violons tous les jours. Donc le problème, c'est pas la Constitution. C'est pas la Constitution. Le problème, c'est ceux qui violent. Hein. Elle nous met le plomb dans l'aile. Elle nous met le plomb dans l'aile. Dans quel domaine, par exemple, rapidement, parce qu'on va terminer. Mais dans plusieurs domaines. Donc, en quoi est-ce que la Constitution actuelle constitue un blocage pour l'émergence et le développement du pays? Bon, prenons d'abord l'article 68. Dans la philosophie de cet article, la configuration politique telle qu'elle se présente là est dictée par cet article.
Donc, il y a des élections, on vous dit toute une série d'actions qu'il faudrait entreprendre, tout un cheminement, et qui, in fine, dispose que la majorité qui est au Parlement, là, c'est elle qui compose le gouvernement, un point trait. Et même si vous vous rendez compte que elle a des limites, vous ne pouvez rien. Vous ne devez qu'aller avec eux. Le président a essayé tout dernièrement, en initiant des concertations par le truchement de son conseiller spécial, le professeur Eberand, que je salue en passant. Mais ça n'a pas abouti. Pourquoi? Parce qu'on lui a brandi cette constitution. Vous ne pouvez pas sortir de là. Est-ce qu'au Congo, les meilleurs Congolais, les Congolais qui sont capables de changer, de faire que le pays puisse connaître, puisse se mettre debout, ils ne sont que dans les partis politiques. Encore faudrait-il se demander, dans ces partis politiques, est-ce qu'on forme des gens à la gestion de la République? Est-ce que y a-t-il des gens capables qui ont été formés, qui ont été ordonnés à gérer, à faire face à différentes difficultés et tout ça? Non. On prend des gens qui viennent avec leur cursus académique, ils viennent, ils entrent, ils pensent mieux faire, mais tous on se rend compte que non, là il y a quand même des difficultés. Alors, le président voulait sortir de ce carcan-là pour y mettre aussi certaines intelligences et pouvoir booster le pays. On lui a brandi la Constitution. C'est juste un exemple. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'il faut un troisième mandat pour Félix Tshisekedi? Moi, je suis de ceux qui pensent que dans un contexte comme celui-ci, il faut parler de mission. Nous avons un Kagame qui est là, qui nous adresse. Donc, vous risquez que certains disent qu'ils ont traité justement la guerre pour se donner cette mission. Bah non. Ouais. Il risque de dire ça. Il faut parler de mission. Nous avons Kagame est au pouvoir depuis combien de temps? Franchement, on en est là. À se Quel comparer au opposant Rwanda, congolais on est en République démocratique lui a du Congo, déjà dit non. Quand nous parlons de constitution, quand vous commencez à faire du Rwanda un exemple, un modèle, je n'en fais pas un modèle. Je n'en fais pas un modèle. On est en plein recul, hein. Aujourd'hui, le Rwanda, avec ce qu'il fait au Congo, constitue une épine. Mais c'est pas un modèle pour nous. Et nous ne pouvons articuler nos efforts que pour nous ôter de cette épine. Donc, toute et nos vies, on doit définir notre gouvernance en fonction du Rwanda. Non, je ne dis pas ça, madame. Je ne dis pas ça. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je voudrais dire ici, lorsque nous parlons Constitution, vous venez de poser une question sur la Constitution. Mais, très souvent, avant même que je ne réponde, c'est un Rwandais qui répond. C'est un ministre rwandais qui vous dit ne touchez pas cette constitution et tout ça. Est-ce que la constitution rwandaise dispose telle que le Rwanda doit s'intéresser à tout ce qui a un mot à dire à tout ce qui se passe au Congo? Ou bien le Rwanda peut prendre une partie du Congo? Cette constitution prévoit-elle ça? Pourquoi on ne répète pas M. Kagame qu'il viole sa constitution en faisant ce qu'il fait chez nous? Bon, on en fait pas un exemple. Chaque fois, ce sont nous des Congolais là. Nous avons quelqu'un, son seul malheur, c'est d'avoir tutoyé Kagame, devant lequel beaucoup se prosternent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça son seul malheur, alors il devient un homme à battre. Bon, on lui reprochera toujours le fait d'avoir déroulé le tapis rouge à Kagame alors qu'il tuait déjà. Il aura au moins ça, et on dira ça, tapis rouge, aux obsèques du père. Donc, il aura aussi ça. C'est aussi ça. Non. D'avoir déroulé le tapis rouge. Confondre, alors qu'on savait Kagame tuait déjà, ça lui avait pas empêché de dérouler le tapis rouge à Kagame. Il fallait qu'il déploie quel tapis noir? Non, rien du tout. Rien du tout. Donc là, on est en train de dire, donc, écoutez, il faut la mission. Vaut mieux la fin, l'aboutissement d'une chose que son début. On était dans un cheminement qui aujourd'hui indique clairement c'est que M. Félix pense de Kagame. Aujourd'hui, il ne déploie pas le tapis rouge. Mais aujourd'hui, il y a des Congolais qui commencent à prier et qui continuent à prier Kagame matin, midi et soir. Donc pour vous, Félix Tshisekedi a une mission. Il a une mission, ça c'est indéniable.
Moi, je suis un Elle se Congolais terminera qui quand? voudrait que le Congo sorte de là où nous sommes. Elle On se me termine demandait quand se la terminera mission? quand. Chaque mission a un temps. Aujourd'hui, si Félix met fin à la guerre, ok, il remet le pays, la paix à l'est là-bas. Nous allons considérer qu'il a terminé une partie de sa mission. Aujourd'hui, s'il peut faire en sorte qu'il efface de notre mémoire cette présence de Kagame là, de toutes les tueries, toutes les ombres qui nous hantent et tout ça, il aura accompli sa mission. Peu importe le temps que ça prendra, que ce soit dans 10 ans, 20 ans, mais qu'il fasse la mission. Kabila a fait 20 ans. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce Je sais qu'il pas a pourquoi apporté vous pour le donnez Congo? des références Voilà. comme ça. Ce sont pas des bons modèles quand même. C'est pas de des bons Kagame. modèles, mais je m'étonne que sur 6 ans, Oui. 7 ans, on voit des universités, on voit... Kabila nous avait placé des panneaux avec des villes. Il nous avait parlé de l'émergence. Il est parti sans plus, d'abord de 5 chantiers. Aucun chantier. Et il quitte, il dit l'émergence. L'émergence. Sans connaître même pas ce que c'est l'émergence. Et en mettant des panneaux partout, le Congo émergent. Et il est parti, le Congo n'est jamais émergent. Et mais c'est de ce Kabila-là dont on parle. Voilà ce qui nous fait peur. Parce qu'on nous dit que lui là, il a mieux fait. Il faudrait qu'il revienne donc à la tête du pays. Mais c'est cette opposition qui nous chante ça. Mais ça, c'est très grave. À moins qu'on soit amnésique, madame. C'est très grave, à moins qu'on soit amnésique, mais Christopher Ngoï, on va chuter dans le cadre de cette émission. C'est une première, mais pas la dernière. Moi, j'aurai encore le plaisir de vous recevoir, mais j'ai vu... Je suis disposé, madame. Parle de ces deux pinks-là, RDC, États-Unis. C'est quoi le gagnant-gagnant, le deal? Notre salut viendra des Américains. Je ne peux pas dire que notre salut viendra des Américains. Aujourd'hui, en Lingala, on dit, le seul projet structurant, valable que nous avons en ce moment, c'est l'accord RDC, États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance du monde, qu'on le veuille ou non. Et le thème de cet accord, parce que nombreux parlent, ils n'ont pas encore lu cet accord. C'est un accord que moi, personnellement, je soutiens et il est prometteur pour le Congo. Il va apporter beaucoup de changements au point de vue développement pour le Congo. Et je ne me gêne pas de vulgariser ça. Parce que je crois en ça. Vous croyez en ça? Oui. Ben voilà, ce sera également dans cette note d'espoir autour de cet accord qu'on va terminer cette émission. Oui. Je vous remercie, c'était un honneur pour moi de vous recevoir, de passer en revue ces questions d'actualité sur fond de la place de la société civile ici en République démocratique du Congo. J'espère qu'elle aura encore sa place, qu'elle aura encore un rôle à Nous jouer. devons encore revenir pour parler de la société civile et entrer dans les moindres détails. On le fera. Oui. On va le faire. Je salue vos téléspectateurs. Merci beaucoup, Christopher Ngoï, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je sais que vous êtes nombreux à Léon Renaud, à nous suivre sur notre chaîne YouTube, notamment Élysée Odia TV, mais également sur B1. C'était un moment de pause, mais on est de retour. On renoue avec les bonnes habitudes. Appelez-nous, écrivez-nous, laissez vos messages, vos commentaires. Et nous, on sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une bonne suite dans le cadre de nos programmes. On s'est dit au revoir, à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission.